les aventuriers et les aventurières. Aujourd'hui nous allons parler de attention, cette vidéo est un peu spéciale, elle est en deux parties. La première partie sera concentrée sur Chain of Memories et la deuxième sur Kingdom Hearts 2. Donc nous allons commencer d'abord par Kingdom Hearts Chain of Memories. C'est parti pour un petit résumé. Kingdom Hearts Chain of Memories est sorti en novembre 2004 en Europe, édité chez Square Enix et développé par Jupiter. Est un jeu action RPG sur Game Boy Advance. Et la version Chain of Memories est sortie sur PS4 en 2008. Et pour la version française en 2013. Je vous explique. Le premier jeu est bien sorti en français, mais plus tard est sorti la version PS2, mais que en version américaine et japonaise. Et c'est que à partir de la version PS3 et PS4 qui permet de jouer à Chain of Memories en version française. Je vais vous montrer un comparatif des deux jeux. Je vais surtout parler de Chain of Memories, mais qu'est-ce que je peux dire peut être aussi s'appliquer sur la version Game Boy Advance. Globalement, les trois boîtes sont similaires, sauf la version japonaise qui est plus large au niveau de la longueur. Mais sinon, pour les boîtes américaines et européennes, c'est la même taille. Donc, je vais plutôt vous montrer l'unique visuel de la version PS2, qui est celle-là. Parce que pour la version PS2, tout simplement, la version japonaise est sortie avec la Final Mix en compilation. Et du coup, il n'y a que la version américaine qui est sortie en boîte seule. Donc, voici. Nous retrouvons Sora, Donald et Dago dans une plaine, on voit plutôt de loin, qui a une lettre avec le sceau du roi Mickey. Sora et ses amis décident de le poursuivre, il finit par le perdre de vue, et au moment là, une drôle de personne encapuchonnée apparaît. La cinématique se poursuit sur une fille qui dessine. Après ça, on retrouve Sora en train de poursuivre la personne en manteau noir. Il arrive devant un manoir bien étrange. Une fois rentrés, ils se parlent entre eux, jusqu'au moment où l'étrange personne intervient. Donald, pensant que c'est un sans-cœur, décide de l'attaquer. Mais rien n'est fait, ça ne marche pas. L'homme énigmatique explique qu'une fois rentré dans ce manoir, il oublie leurs capacités et leurs sorts. Il explique que dans ces lieux, trouver c'est perdre et perdre c'est trouver. Tel est le manoir Oblivion. Il lui dit qu'il retrouvera des gens du passé. Il passe à travers Sora en extrayant ses souvenirs et les transforme en cartes. Chaque étage prend l'apparence d'un lieu et des habitants d'un souvenir de Sora. En explorant le premier monde qui a pris l'apparence de la ville de Traverse, Sora et ses amis revoient ses anciens amis. Quand il finit le monde de Traverse, Iris lui dit qu'ils sont sûrement des illusions créées par le manoir et qu'il lui rend notre héros très triste. Mais pas le choix, il doit continuer. Qui sont ces personnes à capuche? Quel est le mystère de ce manoir? Qui est cette fille qui dessine? Si vous voulez savoir davantage, à vous de jouer. J'aime bien le fait que selon la combinaison de cartes utilisées, on déclenche une attaque spéciale. Selon le boss, il faut mieux utiliser l'un que l'autre. Une chose qui est bien dans ce jeu, c'est au moment qu'on monte de niveau, comparé à d'autres jeux, c'est pas on doit monter la défense, l'attaque, la défense spéciale, tout ça, c'est tout simple. Une fois qu'on monte de niveau, on monte juste les PV ou la capacité de mettre des cartes ou une nouvelle attaque spéciale qu'on déclenche en fusionnant des cartes. Qu'est-ce qui fait que c'est pas fouillis et on hésite. Je vous propose surtout de monter un peu la vie au début vu qu'elle est très basse et après de monter les deux autres tranquillement. Après vous faites comme vous voulez. Mais je trouve que c'est une bonne initiative de pas devoir avoir plein de trucs. Les PV, de pouvoir mettre plus de cartes et tout simplement débloquer une nouvelle attaque. Le jeu commence à mettre en place l'organisation 13 qui aura bien plus d'importance dans la suite des jeux. Mais c'est bien qu'il commence à le mettre assez tôt dans la licence. L'intrigue est passionnante à suivre. On a envie de savoir de plus en plus sur le manoir. Quel est le port de cette étrange organisation? Qu'est-ce qui poussera à avancer de plus en plus loin, quitte à perdre ses souvenirs? Tant de mystères. J'aime bien le fait que, tout simplement pour avancer, on doit utiliser les cartes devant une porte. Qu'est-ce qui permet de pouvoir avoir plus d'ennemis, ou un point de sauvegarde, ou mettre des cartes pour nous donner des avantages. Donc c'est une bonne idée de bien réfléchir sur quelle carte on veut pour pouvoir avancer,
pour pas non plus qu'on nous donne trop genre d'ennemis ou trop de choses. Au moins, un exemple, si on voit qu'on a plus trop de vie, que le boss est pas trop loin, autant mettre une salle de sauvegarde pas trop loin, au moins on sauvegarde pas trop loin avant le boss. Ou une salle qui redonne de la vie régulièrement, ou une salle avec beaucoup plus d'ennemis pour pouvoir prendre de l'espérance. Donc c'est pour ça, bien réfléchir aux cartes pour pouvoir aller plus loin dans le jeu. Une chose qui me pose problème, c'est qu'on revisite les mêmes mondes que Sora du Kingdom Hearts 1. Alors c'est expliqué dans l'histoire, vu qu'on explore ses souvenirs, on aurait peut-être voulu un ou deux mondes supplémentaires en bonus vers la fin. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave, mais un monde ou deux en plus, c'était pas du luxe. Il y a des monstres qui on a un peu du mal à les attaquer vu qu'ils sont en l'air. Et vu qu'on doit les toucher pour lancer le combat, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Bon là j'avoue je chipote. Il y a un moment du jeu qui peut arriver, en fait c'est purement aléatoire, c'est que par exemple il nous faut, souvent on peut donner, par exemple s'il nous demande une carte de 4, si on a une carte supérieure on peut l'utiliser pour rentrer. Mais si on a une carte inférieure on peut pas, à part si on a la 0. Mais il peut y avoir des situations très bêtes où il nous faut affronter plein de 100 cœurs pour tomber sur une carte qui va nous permettre d'avoir un numéro, je vais dire une bêtise, si on a un 7 et qu'il nous faut un 8 ou un 9 ou un 0 pour monter, pour aller plus loin dans les salles, c'est vrai que c'est embêtant de devoir combattre pour tomber sur celle-là enfin pour pouvoir avancer. Alors ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. J'ai même arrivé de faire une partie où ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, donc quand ça arrive, c'est vrai que c'est un peu bête. Mais bon, c'est pas vraiment un défaut grave, mais je chipote toujours, mais je trouve que c'est un défaut quand même. Le jeu, il y a un côté très répétitif. On avance de salle en salle, on trouve une carte pour déclencher l'événement 1, ensuite on continue pour trouver la carte qui déclenche l'événement 2, on avance encore pour avoir la carte qui va déclencher l'événement du boss, il faut qu'on le bat, on avance. C'est vrai qu'il y a ce côté très répétitif. Heureusement que les mondes sont quand même variés au niveau des ambiances et tout, même si c'est les mondes de Kingdom Hearts 1. Mais c'est vrai que c'est dommage, on aurait peut-être voulu que des monstres ça nous surprend, mais non, malheureusement, c'est un schéma classique du jeu, il soit toujours hop, hop et hop. Donc c'est dommage. Dans tous les Kingdom Hearts, c'est pas mon préféré. Je vais quand même préférer, comparé à beaucoup de gens, la version Chain of Memories, c'est-à-dire la version PS2 ou PS4, PS3 selon si on joue au final mix. Mais aux A.5 ou 2.5, pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est pas le fait de devoir être handicapé par des cartes. Le fait, c'est que. Alors, la mécanique est méga intéressante, mais c'est vrai que c'est pas un gameplay qui me tient à cœur. Je suis content qu'ils. Je dirais pas qu'ils s'en débarrassés, mais je suis content que c'est plus un gameplay qui est resté dans les autres, que c'est vraiment un gameplay exclusif à celui-là. Donc, en elle-même, il est très bien. C'est juste que c'est un gameplay que j'apprécie pas beaucoup. Mais au niveau de l'histoire, ça reste sympa d'avoir l'évolution du personnage de Sora dans l'aventure. Et vu que c'est un jeu qui va lancer la suite, Kingdom Hearts 2, qui est là, qui va lancer la grande saga de Kingdom Hearts. Parce que Kingdom Hearts 1 et Chain of Memories ça a lancé, mais c'est surtout Kingdom Hearts 2 qui a super bien lancé la licence. Donc c'est bien de se dire que tous les jeux sont liés, mais surtout ces trois-là, Kingdom Hearts 1, Chain of Memories et 2 qui sont vraiment liés. Et après les autres sont liés, mais pas de la même façon. Donc je suis content d'avoir joué quand même à ce jeu, mais tandis c'est pas mon Kingdom Hearts préféré, et je préfère quand même jouer à version Chain of Memories. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est parti pour la vidéo sur Kingdom Hearts 2. Maintenant, nous allons parler de Kingdom Hearts 2, et c'est parti pour un petit résumé. Let's go! Kingdom Hearts 2, initialement sorti le 22 décembre 2005, édité chez Sonic Computer Entertainment, développé par Square Enix, c'est un jeu action RPG sur PlayStation 2. Et pour la boîte de Kingdom Hearts 2, les trois versions sont identiques. Donc voici la européenne, l'américaine et pour finir la version japonaise. Et ce qui est rare, souvent la version japonaise est un peu différente, mais là cette fois-ci, nous avons les trois jeux pareils. Nous suivons un nouveau personnage nommé Roxas, qui se réveille après avoir fait un rêve retraçant l'aventure de Sora. Notre jeune héros vit tranquillement dans la cité du crépuscule.
avec ses amis, Einer, Pence et Olet. Malheureusement, les problèmes ne sont jamais bien loin. Ils sont accusés d'être des voleurs par le groupe de Cypher. Ils sont pas en bon terme avec le groupe de Rotsas, ils répondant des sales rumeurs. Rotsas et ses amis décident de prouver leur innocence. Après ça, ils décident d'aller voir Cypher. Rotsas est son adversaire. Ils décident de s'affronter dans un combat de struggle, un sport local. Il trouve le voleur et le poursuit, mais il n'arrive pas à le toucher. C'est à ce moment-là que le bâton de struggle se transforme en Keyblade, la même que celui de Sora. On a aussi l'occasion de voir deux personnes dans une sorte de complexe. Mais pas le temps de s'attarder, nos amis décident de se faire des petits boulots, voire partir à la plage. Après cela fait, ils devaient partir, mais Rotsas perd l'argent. C'est une étrange personne en noir qui l'a volé. De plus en plus, des étranges phénomènes se produisent. Il y a des personnages que seul Rotsas semble pouvoir voir. Avec cela, il continue à faire ses rêves étranges. Qu'est-ce qui fait qu'une chose honnête se trame? Il fait la rencontre d'une fille habillée en blanc, qui disparaît aussitôt qu'elle apparut. Quelque temps après cette scène, il se fait poursuivre par cette drôle de créature. Il va pour se défendre, mais le temps semble être arrêté. Il finit dans un drôle d'endroit. Il finit par terrasser la créature géante qui est apparue devant lui. Il finit de voir la fille habillée en blanc, qui se fait appeler Namini. Quelque temps après cet événement, Rotsas participe à un tournoi. Et quand il arrive en demi-finale, le temps semble encore être arrêté. Et une mystérieuse personne appelée Axel apparaît. Axel demande à Rotsas de l'accompagner. Notre héros, qui sait plus où on met de la tête avec tout cet événement, pète un plomb. Axel lui dit qu'il est le numéro 13, Rotsas, l'élu de la Keyblade. Après cela, un combat entre les deux débute, mais on est interrompu par une mystérieuse personne. Une fois revenu à lui, on arrive en finale, et on est victorieux. Pour fêter cette victoire, le groupe mange une glace sur le clocher, mais Rotsas tombe. Au même moment, on a l'occasion de revoir Kairi et Seifi. Kairi semble avoir oublié Sora. Kairi semble connecté à Rotsas et Sora se manifeste pour rappeler à Kairi qui s'appelle Sora et Kairi s'effondre par terre. Et après cela, elle décide de mettre un mot à la mer dans une bouteille. Mais bizarrement, personne semble avoir remarqué que Rotsas est tombé. Après cela, ils doivent faire leur devoir pour l'école. Ils décident de résoudre les 7 mystères de la cité du crépuscule. Au moment que Rotsas va pour résoudre le 7e mystère, il se retrouve devant cette fille. Namine décide de tout expliquer à Rotsas. Rotsas est lié à Sora. En parlant de Sora, il est endormi et Rotsas doit se sacrifier pour que Sora puisse se réveiller. Après cela, Rotsas fait un rêve de lui, habillé en costume en noir, en train d'affronter un mystérieux garçon aux yeux bordés. Il se rappelle qu'il faisait partie d'une organisation qui a quitté et qu'il a perdu contre ce garçon aux yeux masqués. Rotsas est enfermé dans un monde virtuel. C'est pour ça qu'il y a des drôles de glitches. On apprend aussi qu'Axel est son meilleur ami, mais il doit s'affronter. Rotsas gagne et rejoint Sora en disant cette phrase énigmatique. Tu as de la chance, pour moi les vacances s'arrêtent ici. Voici comment se termine l'introduction du jeu. Si vous voulez savoir la suite, à votre manette. Le dynamisme des combats est bien plus approfondi dans ce jeu-là, je trouve. Ça fait plaisir de voir la force de Sora exploser carrément à l'écran, c'est incroyable. Donc j'aime beaucoup comment on ressort la sensation de force dans ce jeu. C'est à partir de ce jeu que l'histoire prend de l'ampleur, que l'univers de Kingdom Hearts commence à dévoiler ses mystères, et plein de nouveaux personnages énigmatiques et de l'histoire devient beaucoup plus intéressante. La nouvelle mécanique de gameplay est la fusion, qui permet à Sora de changer sa façon de se battre. Une fusion peut être plus efficace selon le boss qu'on affronte. Et bien sûr, les invocations sont toujours là. On apprécie revoir les personnages qu'on a suivis de Kingdom Hearts 1 et Shadow Memories, mais aussi content de découvrir de nouveaux personnages. Donc on est content de voir les anciens et on est content de voir des nouveaux personnages. D'habitude, je suis pas trop fan des QTE dans les jeux vidéo, mais je trouve que Kingdom Hearts les aborde d'une façon assez originale. En plein dans les combats et aussi dans les cutscenes. On ressent que le personnage devient de plus en plus fort avec la montée de niveau. Les compétences qu'on débloque, les nouvelles attitudes, les nouveaux sorts, je vais pas vous mentir, c'est très satisfaisant. Une chose qui peut être un peu pénible, c'est les roulades, parce que on s'est tellement habitué à cette mécanique dans Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts Shadow Memories que quand il disparaît dans Kingdom Hearts 2, ça peut être embêtant. On s'y habitue à force, mais c'est vrai que le fait qu'ils l'ont pas mis, on peut avoir du mal au début. On s'y habitue, mais on a du mal. Alors, on peut les débloquer, mais que dans les finales mix grâce à la fusion voyante. Sinon, dans Kingdom Hearts 2 normal,
ne pouvoir utiliser les roulades dans le jeu. Donc on s'y habitue, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir cette mécanique. Quand on affronte un ennemi, le problème c'est que quand c'est dans une salle un peu étroite, la caméra a tendance à paniquer. Alors c'est quand même beaucoup mieux fait que dans Kingdom Hearts 1, et je me mémorise, mais c'est pas encore ça. Mais là, je vais pas vous mentir, c'est vraiment chipote. Mais c'est vrai que la caméra de temps en temps, elle panique un peu. Ça va pas empêcher d'apprécier le jeu, mais ça peut arriver de temps en temps. C'est un problème, ça va vraiment être un problème. C'est que c'est vrai que vers la fin, on sent qu'on n'a plus trop le temps. Donc on enchaîne quand même les derniers boss assez rapidement en mode oulala, on sait plus trop les placer, allez hop, on les enchaîne et on va directement au boss final. C'est pas un problème en soi et on a vraiment l'impression qu'on enchaîne en mode c'est parti l'affrontement final. Mais on sent que, je sais pas si c'est voulu, mais on dirait qu'il n'y avait plus trop le temps à la fin et on a dû les enchaîner. Donc c'est un défaut, ça va vraiment être un défaut, mais je tiens quand même à le souligner. Un truc qui est dommage, c'est que du coup dans Kingdom Hearts 2, la jauge de fusion, le problème c'est qu'elle se vide très vite. Et que non seulement elle se vide très vite, mais elle se recharge très lentement. Donc c'est vrai que on doit affronter plein de 100 cœurs, plein de 100 cœurs, plein de 100 cœurs, plein de simili, pour qu'elle monte. Mais le problème c'est que le très peu d'objets qu'on nous donne pour pouvoir la monter sont assez rares. Donc c'est vrai que tant on a envie d'affronter le boss, bah, vous avez intérêt à bien monter votre jauge de fusion, sinon ça peut être embêtant. Ça va, on peut, en avançant dans le jeu, on peut débloquer le fait qu'on passe de, je crois que c'est la jauge de 3 à 6 ou à 9, je crois en gros, qui permet de pouvoir utiliser la fusion plus longtemps. Mais c'est vrai qu'au début, on a l'impression que la fusion dure vraiment très peu de temps. Donc je le mets en point négatif. Une histoire un peu rigolote pour ma part, ça a été que quand j'ai commencé Kingdom Hearts 2, j'étais j'étais très jeune et du coup, j'avais pas compris le système de compétences et le système qu'on pouvait changer de Keyblade à fur et à mesure de l'histoire. Donc j'ai gagné des Keyblades, oui, mais je ne les mettais pas. Du coup, en fait, j'ai terminé le jeu sans avoir eu besoin de compétences et d'armes, enfin d'une nouvelle Keyblade. Ça a été mon gros handicap du jeu, mais sinon c'est une anecdote très marrante que j'ai pu constater au fur et à mesure du jeu quand je suis arrivé vers la fin et qu'on m'a expliqué comme quoi que j'avais complètement oublié de mettre une nouvelle Keyblade ou même des nouvelles compétences. Du coup, on m'a dit chapeau parce que j'avais réussi à y aller jusqu'à la fin du jeu. Et voilà, j'ai quand même réussi à terminer le jeu sans avoir besoin d'autres compétences. Alors Kingdom Hearts 2, c'est un jeu qui m'a quand même beaucoup marqué parce que c'est quand même... alors c'est pas le jeu qui m'a lancé dans la saga, mais c'est un des jeux qui m'a vraiment dit que tu joues à ce jeu, tu sens que c'est un jeu qui est important. Parce que je l'avais pas fait chez Memories et Kingdom Hearts 1 je l'ai fait que bien plus tard. Donc j'ai quand même fait celui sur DS, qui était pas mal mais sans plus. Mais vraiment celui que quand j'ai joué, je me suis dit waouh, c'est incroyable, c'est Kingdom Hearts 2. On découvre le personnage de Roxas qui est devenu un de mes personnages préférés de tout l'univers de Kingdom Hearts et en général de tous les univers. Donc rien que pour ça, rien que déjà pour le fait que Roxas existe, tout simplement, Kingdom Hearts 2 est important dans mon cœur. Et en plus, on découvre des personnages intéressants. Déjà même les amis de Roxas sont intéressants. Les personnages mystérieux qu'on découvre. Donc non, Kingdom Hearts 2 pour moi est vraiment un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé ces vidéos et à plus pour d'autres vidéos. À plus.
On a besoin de moi, c'est parti.